Et c'est que j'ai dit, tout ce que vous nous avez exposé jusqu'à présent démontre à quel point vous considérez, autant dans toutes ces questions de facteurs thermotactiles, d'étayage, des pulsions, bref, tout ce matériel nous donne à penser, ou en tout cas nous fait en sorte que vous placez, vous situez la psychanalyse et tous vos autres champs de travail et de recherche. Donc, autrement dit, à la fois en tant que psychanalyste, en tant que psychiatre, en tant que physiologiste et même en tant que cinéaste. Donc, vous placez tout ça dans la dimension du travail de culture. Ça me semble quelque chose d'absolument fondamental pour vous. Je dirais même pour le futur de nos civilisations. Oui. Je pense que il est important. Nous vivons aujourd'hui parce qu'il y a des facteurs biologiques dans certaines maladies et dans les psychoses par exemple. Et là, quand on a pris conscience déjà dans 1932, il l'a écrit déjà en 1932, on peut accumuler ce qu'on veut des données biologiques, et il y en a des données biologiques de plus en plus importantes pour parler de la dimension disease de la psychose, par exemple, et de toutes les psychoses et des dépressions. Et pour dire, mais la réponse, ce qu'il y a, c'est que le malade est là, et notre pratique est là, et la pratique de tous les psychiatres est là, pas seulement des psychanalystes, mais la pratique de tous les étages théoriques dans la pratique psychiatrique ont pour résultat le fait que l'avancement le plus important et le plus vaste des connaissances en matière de biologie concernant la dimension disease de la maladie mentale et concernant sa réponse à tel ou tel type d'antipsychotique ou d'antidépresseur, les résultats sont là pour démontrer que cela ne suffit pas. Aucun patient ne peut répondre, ne peut être traité efficacement avec simplement des médicaments. Tout le monde, les familles, les patients, tout le monde est là, est d'accord là-dessus. Et non seulement cela, mais nous assistons aujourd'hui à des dérives en matière de prise en charge à long cours des malades psychotiques, qui fait que ces gens qui sont en état de souffrance et qui sont abandonnés à la seule chimiothérapie ou à des thérapies un peu où les thérapeutes ne s'impliquent pas, qui n'ouvrent pas sur une implication du thérapeute, indépendamment des étages théoriques, qui n'exigent pas que le thérapeute soit questionné et assume le questionnement que lui oppose les difficultés avec son malade et les difficultés qu'éprouve son malade au cours de cette prise en charge au long cours, font qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un climat sécuritaire et d'une approche sécuritaire de la psychose. D'une part, on est en train de faire des équipes où les tâches sont compartimentées entre différents spécialistes, sans accepter l'idée qu'il puisse y avoir un savoir en partage entre des spécialités aussi variées que celle de l'infirmier, que celle de l'éducateur, que celle du psychomotricien, que celle je ne sais pas, du psychanalyste, que celle de l'ergothérapeute, de n'importe. Oui. Une équipe est multidisciplinaire, mais une équipe multidisciplinaire, est-ce que ça signifie une équipe composée de compartiments de disciplines, ou est-ce une équipe qui fonctionne sur un mode d'une vraie équipe multidisciplinaire, avec un champ de savoir et avec un champ d'interrogation et de questionnement en commun, et avec l'acceptation qu'il y ait aussi une part de savoir en commun, même si le savoir sera plus pointu dans telle catégorie de spécialité plutôt que dans telle autre, mais il y a quand même un savoir en commun. Et là, le malade psychotique est là pour nous interroger, pour nous dire, mais où vous allez? Pour nous dire, mais écoutez, le médicament, vous avez beau le donner, il est bien, il coûte plus cher, mais cela ne suffit pas. Et il nous dit à partir de quelle place, et il nous interpelle, Lafonkov a une phrase merveilleuse, elle dit, apparemment, le patient
le psychotique, le schizophrène, le plus en retrait. Apparemment, il est en retrait, apparemment, il ne dit rien, et pourtant, il a des appels. Mais il attend, il a 1000 appels, il fait 1000 appels, je cite ça de mémoire, mais il n'attend qu'une parole pour que son expression se mette en œuvre, pour reprendre une expression de Husserl, pour que son expression se mette en œuvre, et se mette en œuvre en tant que... pour qu'elle se mette en œuvre et se mette en œuvre en tant qu'acte de signification. En tant qu'acte de signification ouvert sur une transcendance de sens, et ouvert sur une quête de ce qui s'ouvre par cette de ce qui s'ouvre dans le cadre de ce qui est ouvert par cette transcendance de sens, de ce qui est ouvert dans l'horizon, dans cet horizon de sens. Et je crois que là, notre démarche, la démarche que nous proposons, est actuellement, bon, avant j'avais proposé le concept de socianalyse, mais actuellement je crois que beaucoup de psychanalystes acceptent l'idée que la psychanalyse doit être un travail de culture, et dès lors que tout le monde accepte que la psychanalyse doit être un travail de culture, il n'y a pas besoin d'un concept nouveau. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, et déjà depuis Federn en 1932, il disait, lui qui a eu le mérite le premier à s'occuper et à appliquer la démarche psychanalytique à la psychose, à la prise en charge en cours des psychotiques. Et c'est lui qui a eu l'idée géniale de dire, on est déjà en 1932, mais ce n'est pas aux psychotiques de s'adapter à la technique psychanalytique, c'est à la technique psychanalytique, si c'est une théorie valable. Et il était dans la plus grande proximité avec Freud, il avait discuté de cela avec Freud, c'est à la psychanalyse de s'ouvrir et d'adapter sa méthodologie pour pouvoir prendre en charge le malade psychotique. Et à partir de cette ouverture, de cette porte ouverte par Federn, et que Freud a accepté, puisque certains des malades de Federn lui ont été adressés par Freud, par Sigmund Freud, lui ont été recommandés par Sigmund Freud lui-même, lui auraient été recommandés par Sigmund Freud lui-même. Et depuis, bon, il y a quand même un certain nombre d'auteurs. Je citerai quand même Searle, je citerai Heinz Kohut, je citerai en Amérique du Nord, je citerai encore un certain nombre, mais je citerai surtout ceux que j'ai connus, que j'ai approchés le plus. Je ne peux pas ne pas citer Gisela Pankov, qui m'a apporté beaucoup, qui m'a apporté, même lorsque j'ai eu à affronter le questionnement du psychotique tunisien et du psychotique maghrébin, déjà en France, lorsqu'ils m'ont interpellé en me disant, mais à partir de quelle place tu m'écoutes? Si je suis, en tant que représentant dans la classification actuelle, d'une knowledge, si je suis, du fait de ma culture non occidentale, entre guillemets, représentant des cultures ayant des connaissances traditionnelles, promoteur ayant des pratiques de savoir, mais pour lesquelles la science n'est pas accessible, si on doit avoir des catégories scientifiques en fonction des espaces culturels, en fonction de cette mythologie d'espace. C'est-à-dire qu'il y a les West Science d'un côté, et puis les traditionnels knowledge de l'autre côté. Alors, de quelle place j'écoute mon patient, et est-ce que je suis là comme répétiteur ou comme agent programmé d'un savoir qui m'est extérieur, et auquel cas le psychotique ne peut pas marcher avec moi? Je ne peux rien lui apporter, non seulement je ne peux rien lui apporter, mais je pourrais être plus pathogène. Car comment l'aider à reconstruire un discours historicisant, comment l'aider à reconstruire sa première fonction symbolisante, de faire le lien entre la partie du tout, sa deuxième fonction symbolisante, de pouvoir faire le rapport entre les différentes parties qui le constituent pour faire une totalité et pour donner un contenu à ce lien et pour donner un sens à ce contenu et à ce lien, afin qu'il puisse habiter son corps, afin qu'il puisse être sujet de son histoire et construire son histoire de sujet. Comment pourrais-je faire ce travail-là avec lui et l'aider à faire ce travail sur lui-même, si moi-même j'ai un savoir qui est détaché de mon historicité culturelle? Comment pourrais-je faire ça? Et c'est là où, effectivement, il oblige les thérapeutes
à faire un travail de culture, ça c'est la caricature, puisque moi, d'emblée, idéologiquement, je suis pris comme quelqu'un qui est le non-représentant de la West Science. Donc, et c'est là, personnellement, ça m'a fait un travail de culture personnel très important, qui m'a conduit effectivement à rechercher la filiation, le rapport de filiation du savoir, de la psychanalyse, du fondateur de la psychanalyse, à quelqu'un comme Abou Afia, qui est le fondateur de la Kabbale, et qui est le représentant dans ce qu'il appelle les trois Roms, dans son discours sur les trois Roms. La Rome antique, sur laquelle il ne dit pas grand-chose. La Rome moyenâgeuse, pour laquelle il y a tant de misère, dont je sais l'existence. Et la Rome moderne, la Rome qui s'annonce comme étant une Rome merveilleuse, comme une Rome qui promet. Voilà, sa phrase exacte, c'est son verbe, c'est une Rome qui promet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Rome du Moyen-Âge? Dans cette Rome du Moyen-Âge, n'est-ce pas la Rome où Abou Afia d'Andalousie, l'un des fondateurs de la Kabbale juive, a été à Rome avec lui, avec d'autres juifs andalous, pour être rejoint après par l'Inquisition une fois que la Grenade a chuté ou a été conquise selon la rive nord ou la rive sud de la Méditerranée, a chuté ou conquise, ou a été conquise, pour à ce moment-là, Abou Afia ne retrouver refuge, d'arriver à trouver refuge contre l'Inquisition qu'en passant en Turquie. D'autres sont venus en Tunisie, d'autres ont été au Maroc. Et ce Abou Afia lui-même, n'est-il pas l'élève de Moussa ibn al-Maimoun, de Maïmonides, qui lui-même n'était-il pas lié, du point de vue filiation symbolique du savoir aussi, outre son savoir mystique, au savoir en tant que médecin et philosophe, au philosophe et médecin Ibn Rushd, même s'il n'y a pas une grande différence d'âge, mais il y a un rapport de filiation quand même au niveau du savoir, lequel Ibn Rushd lui-même se situe dans un rapport de filiation Ibn Sina, Avicenne, lequel Avicenne lui-même se situe lui-même dans un rapport de filiation à Aristote et à El-Farabi. Donc, si vous voulez, pour moi, pour d'autres, ils peuvent dire que je suis... Pour moi, ce travail-là m'a aidé beaucoup à travailler avec le psychotique. Bon, c'est vrai que j'ai été aidé à reprendre un peu une tranche, mais c'est important, effectivement, on ne peut pas. Le psychotique, heureusement qu'il est là, dans un sens, pour interroger la psychanalyse, où va-t-elle? Pour interroger la psychiatrie, où va-t-elle? Pour interroger les sciences humaines, où vont-elles? Et pour essayer, pour nous obliger à réfléchir et à reprendre la question de d'Ernest Jones, qui écrivait déjà dans les années 43, qui écrivait un article fantastique qu'il faut reprendre, qui est très actuel. How can civilization be saved? Comment sauver la civilisation? Actuellement, on est en train de prôner l'idéologie sécuritaire, non seulement aussi bien pour les malades psychotiques, mais ce qu'on préconise comme politique sécuritaire et comme aliment d'idéologie sécuritaire pour le malade psychotique, il est préconisé pour le monde entier. Il est préconisé pour le monde entier, et nous sommes en train de le vivre. Et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est un début de libération de ce carcan sécuritaire. Voilà, donc au terme de notre entretien, on se rend bien compte que de manière théorique, de manière pratique, clinique, à travers toutes ces questions de refoulis culturels, de processus imaginaires, etc., tout ce que vous avez développé pour nous, ce qui devient fondamental, c'est le fait que le psychotique, et pas que le psychotique, mais vous insistez, vous, particulièrement sur le psychotique, met en exergue tous les dangers de dérive vers des idéologies sécuritaires qui imprègnent aujourd'hui, pas de façon globale, mais en tout cas tout de même de façon assez importante, les équipes de soins, les dispositifs publics. Bref, le psychotique vient là dire quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, certes, mais de l'ordre de l'indicible, finalement, au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau sociologique, bref, à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément? Oui. C'est là où ça illustre vraiment la nécessité que la thérapie soit assumée en tant que travail de culture par les thérapeutes
tout comme par le patient, tout comme par l'analysant d'ailleurs. Donc, le malade psychotique, les choses sont caricaturales parce que quand il régresse d'une façon aiguë, c'est au niveau du mécanisme d'effondrement dont nous parlions tout à l'heure, de ce processus d'agonie, dans le sens winnicottien du terme. Et dans le sens où il y a une sollicitation de protection et qui ne lui est pas apportée, puisqu'on lui dénie la chose qu'il venait de parler. Généralement, en famille, le psychotique qui était jusque-là bien équilibré, bien stabilisé, assez bien intégré socialement, même il pouvait même avoir repris une petite activité. Et voilà, il est suivi en psychothérapie, quel que soit l'étage théorique de type de psychothérapie qu'il peut suivre, mais il est suivi. Alors, et puis un jour, un matin, brusquement, il y a une rechute sur un mode aigu chez ce patient. Pourquoi? Parce qu'il a dit une parole, généralement il a dit une parole qui est de l'ordre de l'indicible, qui est de l'ordre de l'impensé, de quelque chose qui ne doit pas se dire, parce qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre du refoulé culturel dans le roman familial, du refoulé dans le roman familial. Et à ce moment-là, il est hospitalisé en urgence. Il s'agit du roman familial. Et tout le monde le sait qu'il y a un rapport entre la psychose et les rechutes psychotiques et les perturbations de la structure familiale. Tout le monde l'admet. Tous les courants théoriques pratiquement l'admettent. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait avec, c'est différent. Alors, quand ce même patient, voilà ce qu'on fait avec, c'est que quand ce même patient va être hospitalisé, donc en urgence, il va être stabilisé. Ça va aller mieux. Et avant qu'il ne sorte, alors qu'il est stabilisé, il fait aussi une rechute aiguë du même ordre que celle qu'il avait conduit à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Et ces rechutes, on les voit en institution. On en voit aussi dans un espace social. Qu'est-ce qui se passe pour que ce malade qui allait bien, qui était stabilisé, qui commençait à participer à plusieurs activités dans le service, à des groupes d'art-thérapie, à des activités diverses, à parler, à être sujet de son discours, qu'est-ce qui fait que ce malade régresse d'une façon aiguë? Eh bien, généralement, nous, en tout cas, qui travaillons, qui avons cette option que la thérapie est un travail de culture, nous découvrons dans ces situations-là, nous découvrons en séminaire que cette rechute n'a pas eu lieu comme ça, spontanément. Ce n'est pas une rechute spontanée. Elle a eu lieu en réaction à une parole aussi, qui est de l'ordre de l'indicible, qui a été perçue comme telle, et toute l'équipe soignante a participé à contenir cette parole. Même celui qui n'a pas participé à la contenir activement n'a pas fonctionné comme régulateur par rapport à celui qui n'a pas su l'entendre. Or, cette équipe soignante, elle est formée pas de la famille du malade, elle est formée par des représentants des différentes catégories sociales, des différentes catégories de fonctions de soins et des différentes catégories d'âge. Donc là, nous disons que le malade ne vient pas parler, il a parlé quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre du refoulé familial, mais qui est de l'ordre à la fois du refoulé familial, mais aussi du refoulé culturel. Et c'est là, et l'expérience nous montre, et c'est les observations, c'est ça qu'on a développé dans cet ouvrage Filiation et Altérité, c'est qu'il y a à ce moment-là obligation pour les thérapeutes de travailler en équipe, de faire ce travail de culture qui nous oblige à repenser quelle est la difficulté pour nous, quelle a été la difficulté pour nous à entendre ce discours, qu'est-ce qu'il y a derrière cette difficulté. Mais quand nous travaillons ça en séminaire, il y a un travail de culture qui est fantastique, qui se fait en groupe, et quand ce travail en groupe se fait, les malades après se sentent beaucoup mieux. D'ailleurs, ils se sentent beaucoup mieux, ils sentent que ça apporte beaucoup, non seulement aux patients pour lesquels on a étudié la difficulté, mais même pour les autres patients, ils ressentent l'amélioration. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que quand l'équipe soignante, on arrive à dire, par exemple, tel sujet, non, on n'arrive pas à en parler. Eh bien, on respecte la résistance de l'équipe soignante. Et on dit, bon, on va circonscrire cette case vide, ça va représenter une case vide dont on ne parlera pas. Mais on va parler à la périphérie de cette case. Et de la périphérie, on va délimiter cet espace. Et on fonctionne, et on accepte. On ne peut pas travailler
faire un travail de culture. Parce qu'on fait un travail de culture, on n'est pas des gens là pour forcer les gens à battre les résistances. Les résistances, c'est un mécanisme qui est positif, mais à condition d'en parler et de dire, là, nous ne pouvons pas en parler, et de circonscrire cet espace et de le respecter. C'est ce qui empêche d'être pris par les idéologies sécuritaires. C'est ce qui empêche. Alors si on ne fait pas ce travail de culture, on laisse le champ, bien sûr, on reste dans le confort, parce que l'idéologie sécuritaire ne nous en voudra pas. La famille aussi, qui est épuisée, ne nous en voudra pas. Tout le monde dira, mais c'est vrai, le psychotique, le pauvre, on ne peut rien faire pour lui. Vous avez raison, vous avez fait ce que vous pouvez, vous ne pouvez rien faire pour lui. Et on laisse la place, à ce moment-là, aux sécuritaires pour protéger la société. Il faut protéger la famille. Vous rejoignez Foucault, qui disait, il faut protéger la société. Voilà. Et je trouve alors là que on devrait réfléchir, et c'est là que je dis que la question de Jones, parce que à travers ça, le sécuritaire pour le malade mental, il y a tout le sécuritaire pour la migration, le sécuritaire pour les échanges de ceci, le sécuritaire à l'intérieur de n'importe quelle équipe pour les échanges de savoir, la comportementation du savoir, ce que Milner appelle maintenant le fonctionnement de la République des choses. Il ne faut pas croire qu'il y a le sécuritaire dans les pays émergents et la démocratie dans les pays, développés. On peut discuter beaucoup. En tout cas, le malade psychotique dans tous les pays du monde remet en question la notion pose le problème d'une certaine organisation sociale dans le sens de la déshumanisation et dans le sens de ce que Milner a appelé dans un récent ouvrage l'évolution vers la République des choses, où personne n'est plus sujet de son savoir, n'est plus sujet de son agir, n'est plus sujet... toute personne devient en principe supposée être autonome et devoir être indépendante comme individu, mais dans la pratique ultra dépendante de l'organisation et du management. Alors, moi, j'en profite pour faire un appel. Est-ce qu'il ne serait pas possible que des hommes du savoir, appartenant à divers champs du savoir, mais que des psychanalystes, que des philosophes, que d'autres champs du savoir aussi, appartenant à plusieurs champs de culture, est-ce qu'il n'est pas temps que nous réfléchissions ensemble sur le devenir de la civilisation, à reprendre ensemble le discours la question de Jones, à la réactualiser ensemble et à dire, est-ce que le maniement des idéologies sécuritaires, est-ce qu'il est opératoire? Est-ce qu'il est opératoire pour favoriser encore plus la déshumanisation? Et où va-t-on avec cette déshumanisation? Ou bien est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres moyens de sauver la civilisation aujourd'hui? Voilà. Et c'est ce que j'ai dit. Je vous remercie beaucoup. C'était passionnant.